Bonjour et bienvenue. Alors la question qui nous taraude tous, comment un seul prof peut-il s'adapter à une classe de 30 élèves, tous complètement uniques? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer la réponse. La pédagogie différenciée. C'est un concept vraiment puissant, peut-être même la clé pour que tout le monde réussisse. Et tout part de là, de cette idée simple mais tellement vraie, formulée en 1971, il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. Ça, c'est la réalité de n'importe quelle salle de classe, hier comme aujourd'hui. C'est le défi de base. Du coup, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait? Comment un enseignant peut-il être efficace face à autant d'individus uniques? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble en regardant ce que les approches modernes nous proposent. Alors, commençons par le début, le défi de la salle de classe. On va regarder de plus près ce qui rend chaque élève si différent. Et en fait, quand on parle de diversité, ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est bien plus complexe. On parle de niveaux de préparation qui ne sont pas les mêmes, de techniques d'études propres à chacun, de manières différentes de résoudre un problème, sans oublier les centres d'intérêt, la motivation. C'est tout ce mélange qui crée ce qu'on appelle l'hétérogénéité d'une classe. Ok, maintenant qu'on a bien posé le problème, parlons de la solution. Qu'est-ce que c'est au juste la différenciation ? Alors la définition officielle, c'est une démarche qui consiste à varier les méthodes pour s'adapter à tout ce bon monde. Mais l'idée vraiment clé à retenir, c'est celle-ci. L'objectif est le même pour toute la classe. C'est le chemin pour y arriver qui va être différent. On ne change pas la destination, mais on permet à chacun de prendre le sentier qui lui convient le mieux. Mais alors, attendez, ça veut dire qu'il faut préparer 30 cours différents pour 30 élèves? C'est souvent la première réaction, la grosse angoisse des profs. Et la réponse, heureusement, c'est un grand non. Et pour comprendre pourquoi ce n'est pas 30 cours différents, il faut absolument faire la distinction entre différenciation et individualisation. C'est une nuance cruciale, vraiment. Regardons ça de plus près. Dans l'individualisation, l'objectif peut être différent pour chaque élève, les tâches sont spécifiques et souvent, l'élève travaille seul. C'est vraiment du sur-mesure total. La différenciation, c'est tout autre chose. L'objectif, lui, il est commun à tout le groupe. Ce sont les tâches, les chemins pour y arriver qui sont variés. Et l'interaction entre les élèves, elle, est super importante. Et c'est exactement ce que dit cette citation du Senesco. Ni le tout collectif, où tout le monde fait la même chose, ni le tout individualisé, où chacun est dans son coin, n'est vraiment efficace. La clé, c'est de trouver un équilibre, de jongler intelligemment entre le travail tous ensemble, en petits groupes, et les moments en solo. Bon, d'accord, si ce n'est pas une leçon par élève, concrètement, on fait comment? Eh bien, c'est là qu'on ouvre la boîte à outils de la différenciation. Il y a 5 grands leviers sur lesquels un enseignant peut jouer. Le contenu, les processus, les productions, les structures et l'environnement, et enfin les interactions. On va les passer en revue un par un. Premier levier donc, le contenu, le quoi. L'idée, c'est d'adapter ce avec quoi les élèves vont travailler. Ça peut vouloir dire, par exemple, proposer des textes plus ou moins complexes, donner des outils d'aide, comme une droite numérique ou une liste de vocabulaire. On peut aussi varier les formats, certains auront un texte, d'autres un audio, d'autres une vidéo. On peut même ajuster la quantité de travail demandée. Deuxième levier, les processus. Là, on s'intéresse au comment, c'est-à-dire comment les élèves vont s'approprier le contenu, comment ils vont le digérer. Concrètement, ça veut dire utiliser différentes stratégies. Parfois, l'enseignant va guider un groupe étape par étape, alors qu'un autre groupe sera plus en mode découverte en autonomie. On peut aussi encourager les élèves à expliquer comment ils ont fait, ce qu'on appelle la métacognition. C'est super puissant. Troisième point, les productions. Là, on est sur la démonstration. Comment l'élève va-t-il montrer ce qu'il a compris? Et là, le choix est vaste. Ça peut être un exposé oral, une rédaction, une petite vidéo, une affiche. L'important, le point crucial, c'est que toutes ces productions doivent évaluer exactement le même objectif d'apprentissage. Le format change, mais pas ce qu'on mesure. Et enfin, les deux derniers leviers qui sont très liés, les structures et les interactions. On parle ici du « où » et du « avec qui ». On peut jouer sur l'organisation de la classe et des groupes. Ça passe par un aménagement de la classe plus flexible, avec par exemple des zones calmes pour se concentrer et des stations pour collaborer. On peut aussi former des groupes de travail différents selon les besoins ou les intérêts du moment, et même attribuer des rôles au sein de ces groupes. Un expert, un mentor, quelqu'un qui prend des notes. Juste pour aller un peu plus loin, il faut savoir qu'on peut aussi voir la différenciation sous un autre angle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on planifie à l'avance ou est-ce que c'est une adaptation qu'on fait sur le moment de manière intuitive? Est-ce que les élèves font des activités différentes en même temps ou est-ce qu'on alterne les outils pour tout le monde? En fait, les deux approches sont possibles et complémentaires. Alors, si on rassemble tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous amène à voir l'enseignement avec une nouvelle mentalité. Parce qu'au final, la différenciation, ce n'est pas vraiment une recette de cuisine à appliquer à la lettre. C'est beaucoup plus que ça.
C'est un état d'esprit, une posture. C'est être flexible, réactif et avoir toujours les besoins de l'élève au centre de ses préoccupations. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui ouvre la réflexion. Si on accepte l'idée que chaque apprenant est vraiment unique, est-ce que ça ne veut pas dire que chaque leçon doit elle aussi être flexible ? C'est une question immense, mais la réponse pourrait bien dessiner le futur de l'éducation.